Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, on va continuer notre cours de la géologie et on arrive au troisième chapitre, l'anathexie, sa relation avec le métamorphisme. Donc, commençons comme toujours par le plan. Donc, on va voir dans cette séance, premièrement, la notion d'anathexie, deuxièmement, les conséquences d'anathexie, troisièmement, la relation entre l'anathexie et le métamorphisme, ce qui est le fond de ce chapitre, et quatrièmement, une comparaison du granit d'anathexie avec le granit intrusif. Donc, commençons par la notion d'anathexie. Donc, la notion d'anathexie, elle est assez simple. Donc, c'est tout simplement la fusion. L'anathexie signifie la fusion, c'est-à-dire la transformation du roche-mer solide en magma, tout simplement. Donc, la transformation du roche-mer solide vers le magma, elle est appelée fusion, et on peut remplacer fusion par anathexie. Donc, ce sont des synonymes. La fusion peut être soit partielle, soit totale. C'est-à-dire que soit la roche va se transformer totalement en magma, c'est la fusion totale, ou bien l'anathexie totale, soit que la roche va se transformer partiellement, c'est-à-dire que le magma va contenir des fragments de la roche solide. C'est la fusion partielle, ou bien l'anathexie partielle. Donc, passons maintenant aux conséquences d'anathexie, les résultats d'anathexie. Donc, on a déjà dit que l'anathexie peut être soit partielle, soit totale. La fusion, soit la fusion partielle, soit la fusion totale. Donc, concernant la fusion partielle, c'est la transformation d'une roche solide partiellement en magma, tel qu'on observe la présence de fragments solides, c'est la partie solide, et la présence du magma. Donc, c'est ce qu'on appelle la fusion partielle. C'est-à-dire que la roche ne va pas se fusionner totalement, mais seulement certaines parties de la roche qui vont entrer en fusion et qui vont se transformer en magma. Dans ce cas-là, c'est-à-dire dans la fusion partielle, ou bien l'anathexie partielle, on aura deux possibilités. Soit que cette structure se refroidit, c'est-à-dire les magmas ou bien les parties qui ont transformé ou bien qui sont transformées en magma vont se refroidir et on aura la formation d'une roche composée à la fois de la roche initiale, des parties de la roche initiale, ici en marron, et des parties qui résultent de refroidissement du magma. Cette partie-là, ou bien cette structure-là, elle est appelée une roche de mégmatite. Donc le mégmatite, c'est une roche formée de deux structures. Premièrement, une partie de la roche-mère, une partie qui résulte au refroidissement du magma. Donc le mégmatite, elle est comme ça en réalité, où vous pouvez remarquer ces parties claires, ce sont du granit, ce sont des parties qui résultent au refroidissement du magma. Et on peut observer aussi des parties plus sombres ici, qui sont les parties initiales, les parties de la roche initiale. Dans d'autres cas, on peut voir, lors de la fusion partielle, on peut remarquer une séparation du magma. La séparation du magma, ça veut dire que les fragments solides vont se déposer vers le bas et on aura la séparation du magma. Dans ce cas-là, on aura d'autres conséquences et ce n'est pas la peine d'entrer dans ces détails. Donc, à retenir, c'est que le mégmatite est une roche qui se forme de deux parties, la partie de la roche initiale et une partie qui résulte au refroidissement du magma. Donc, pour la fusion totale, on commence toujours par la fusion partielle, c'est-à-dire que la roche-mère ou bien la roche solide va se transformer premièrement partiellement en magma, où on va trouver des fragments solides et du magma. Mais dans le cas de la fusion totale ou bien l'anathexie totale, la roche va continuer à se fusionner jusqu'à la transformation totale de la roche solide en magma liquide. Dans ce cas-là, c'est-à-dire dans le cas de la transformation totale, on aura ici aussi deux possibilités. Soit que le magma se refroidit localement, c'est-à-dire dans le même lieu de création, le même lieu où le magma a été créé, elle va se refroidir. Dans ce cas-là, on obtiendra des masses rocheuses géantes appelées granit d'anathexie. Donc le granit d'anathexie, c'est une roche qui résulte du refroidissement local du magma. Dans l'autre cas, une partie du magma, remarquez ici bien s'il vous plaît, une partie, et non pas la totalité du magma, une partie du magma va quitter le lieu de formation initial
elle va s'installer entre d'autres types de roches, hors le lieu de formation initial. Elle va se consolider en formant ce qu'on appelle le granit intrusif. Donc le granit d'anatexie, c'est le granit formé suite au refroidissement local du magma. Le granit intrusif, c'est le granit formé suite au refroidissement d'une partie du magma après sa migration du lieu de création. Donc s'il vous plaît, cette partie est une partie fondamentale. Essayez de bien comprendre la différence entre le granit intrusif et le granit d'anatexie et aussi le mégmatite. On va continuer. Donc on a étudié la notion d'anatexie, les conséquences d'anatexie. Passons maintenant à la relation entre l'anatexie et le métamorphisme, et c'est la partie la plus intéressante dans ce chapitre. Concernant la relation entre l'anatexie et le métamorphisme, si on prend un milieu naturel, donc ce sont des masses ou bien des couches rocheuses, et ici c'est la surface. Si on trouve une masse de granit d'anatexie, on ne la trouve jamais de cette façon-là isolée. Le granit d'anatexie est toujours entouré par le mégmatite. Toujours. On trouve le granit d'anatexie entouré par le mégmatite. Si vous ne rappelez pas de ce que ça veut dire le mégmatite, revenez aux diapositives précédentes. Et vous trouvez aussi, ou bien on trouve aussi, le mégmatite entouré par des roches métamorphiques. Et c'est ça la relation qu'on va déduire. Toujours, lorsqu'on trouve le granit d'anatexie, on le trouve entouré par des roches métamorphiques. Donc, où on trouve le granit d'anatexie, on trouve les roches métamorphiques. Après l'érosion et l'élimination des couches supérieures, on peut remarquer le granit d'anatexie à la surface. On remarque qu'il est toujours voisiné de mégmatite et voisiné des roches métamorphiques. C'est-à-dire que toujours les roches métamorphiques voisinent le granit d'anatexie. Cette observation nous ramène à déduire que l'anatexie et l'enfondrement c'est la fusion, l'enfondrement des roches métamorphiques après l'augmentation des facteurs de métamorphisme. Les facteurs de métamorphisme sont la pression et la température. C'est-à-dire que si on prend une roche mère, j'explique maintenant la relation entre l'anatexie et le métamorphisme suite à ces remarques qu'on a fait ici. Donc si on prend une roche mère et on applique des conditions de métamorphisme ou bien des facteurs de métamorphisme, la pression et la température, donc bien évidemment on observe la transformation de roche ou bien le métamorphisme de cette roche. Mais si les conditions de métamorphisme augmentent toujours et l'intensité augmente toujours, donc la roche ne va pas continuer à se transformer d'une roche métamorphique vers une autre roche métamorphique, d'un faciès vers un autre faciès. Donc elle atteint des limites où la roche va se transformer en magma plus des résidus solides. Donc c'est la fusion partielle. Si les conditions continuent encore et encore, donc la roche se transforme totalement en magma. C'est-à-dire que l'étape qui précède le métamorphisme, ou bien l'étape qui précède l'anatexie, c'est premièrement le métamorphisme. Après le métamorphisme et après l'augmentation de l'intensité des facteurs de métamorphisme, les roches se transforment en magma plus résidus solides, puis elles se transforment totalement en magma. Donc on peut mieux expliquer la relation à travers ce domaine ou bien ce graphe qu'on a étudié précédemment. Donc le graphe représente les faciès métamorphiques. Et vous pouvez remarquer ici que il y en a des faciès métamorphiques et il y en a un faciès appelé des granulites. Donc ces granulites, ce ne sont pas des minéraux qui appartiennent aux faciès métamorphiques, mais appartiennent aux faciès d'anatexie. C'est le faciès d'anatexie, non pas le faciès métamorphique. C'est-à-dire que dans ces conditions-là, dans ce domaine-là, c'est le domaine de métamorphisme, où les roches seront en état solide. C'est-à-dire toutes les conditions qui seront là vont permettre la transformation des roches d'un faciès vers l'autre faciès, mais toujours dans l'état solide. Alors que si on atteint ces conditions-là, on entre dans le domaine d'anatexie. Et vous remarquez que le domaine d'anatexie est divisé en deux parties. Donc cette partie ici en rouge, un petit peu clair. Donc dans cette partie-là,
on aura la fusion, bien l'anatexie partielle. C'est-à-dire, dans ces conditions-là, les roches vont commencer une fusion, mais une fusion partielle. Alors que dans ces conditions-là, de la température ou de la pression, les roches vont commencer une fusion totale, l'anatexie totale. On sort d'explication. Si on prend une roche, par exemple, cette roche a subi la subduction. Bien sûr, lors de la subduction, la pression va augmenter, ce qui va permettre la transformation du roche ou bien le métamorphisme de roche, premièrement depuis les structures ou bien le faciès des minéraux argileux, vers le faciès de schiste vert, vers le faciès de schiste bleu, vers le faciès d'éclogite. Mais lorsque la subduction cesse, c'est-à-dire l'arrêt de la subduction, cette roche va commencer un réchauffement en profondeur. Lors de cette période de réchauffement, la roche, ou bien la température de la roche va augmenter. Et si on dépasse cette limite, donc la roche va entrer dans le domaine d'anatexie, soit la fusion partielle. Et s'il passe uniquement par la fusion partielle, puis il revient à la surface, donc on aura la formation de migmatite. S'il passe par le domaine de la fusion totale, puis il remonte à la surface, on aura la formation soit du granit intrusif, soit du granit d'anatexie. Donc c'est la relation entre l'anatexie et le métamorphisme. Passons maintenant à la dernière partie, une comparaison entre le granit d'anatexie et le granit intrusif. Donc en sorte de comparaison, on doit premièrement faire un rappel rapide de ce que ça veut dire le granit intrusif et le granit d'anatexie. Donc je vous rappelle que le granit d'anatexie, c'est le granit qui se forme lors de refroidissement local du magma, c'est-à-dire le refroidissement total de la totalité du magma. Alors que le granit intrusif, c'est le granit où le magma quitte son lieu de formation et se refroidit hors le lieu de formation et forme ce qu'on appelle le granit intrusif. Donc, on va comparer maintenant rapidement le granit d'anatexie avec le granit intrusif. Commençons d'abord par le granit d'anatexie. Donc, cette figure montre l'emplacement du granit d'anatexie et du granit intrusif dans la nature. Donc, ici, le granit d'anatexie, vous pouvez remarquer qu'il est entouré, qu'il est voisiné toujours par ce qu'on appelle les anatexites et les ombrischistes. Donc, ces deux structures sont hors votre programme, ne sont pas inclus dans votre programme, mais on les remplace par les mégmatites. Donc, anatexites et ombrischistes, on peut les englober dans le terme de mégmatite. Vous vous rappelez de mégmatite? Donc, le mégmatite signifie l'ombrischiste et l'anatexite. Donc, toujours le granit d'anatexie, elle est entourée par les roches de mégmatite. Après les mégmatites, on trouve le gneiss. Après le gneiss, on trouve les mécaschistes. Le mécaschiste et le gneiss, ce sont des roches métamorphiques. L'origine de ces deux roches, c'est l'argile. Si on prend l'argile, une roche sédimentaire, si on prend l'argile et on applique des conditions de pression et de température croissantes, on observe la transformation de l'argile en schiste vert. Si le schiste vert a subi encore de la pression de la température, elle va se transformer en mécaschiste. Si le mécaschiste a subi encore des facteurs de métamorphisme, elle va se transformer en gneiss. C'est-à-dire que le mécaschiste et le gneiss, ce sont les deux dernières roches métamorphiques de cette série métamorphique. Ce sont des roches qui sont fortement métamorphisées, c'est-à-dire qui ont subi des conditions de température et de pression extrêmes. Donc on trouve toujours le granit anatexie entouré premièrement par les mégmatites, suivi par des roches qui sont fortement métamorphisées comme le gneiss et le mécaschiste. Alors que pour le granit intrusif, vous pouvez remarquer l'absence de mégmatite. Donc il n'est pas entouré, pour le granit intrusif, il n'est pas entouré par le mégmatite. Il est entouré par un autre type de roche appelé l'oriole de Cornène. L'oriole de Cornène, ce mot-là, les cornènes, ce sont des roches qui caractérisent un faciès métamorphique. Si on observe ce que ça veut dire les cornènes,
Vous pouvez remarquer ici, le graphe représente plusieurs roches métamorphiques ou bien plusieurs faciès métamorphiques. Et vous pouvez remarquer ici, dans ces faciès métamorphiques, le faciès de Cornen. Et les cornènes se forment, ce groupe des minéraux, ce faciès métamorphique caractérise les zones de basse pression, ici la pression elle est basse, et de forte température. Normalement, on représente la pression du haut vers le bas, mais dans ce graphe-là, ils ont représenté la pression du bas vers le haut, c'est encore juste. Donc les données scientifiques n'ont pas été changées. Donc ici, le faciès de cornets ou bien des cornets se forme dans des faibles pressions et des fortes températures. Ces cornets caractérisent le métamorphisme thermique. On a déjà étudié cette notion-là la séance précédente, où on a étudié les types de métamorphisme. Donc, elle caractérise le métamorphisme de type thermique. Que signifie qu'on va trouver ces roches-là voisines du granit intrusif? Ça signifie que ces roches-là ont été transformées suite à l'augmentation uniquement de la température. D'où vient cette température qui a donné les cornènes? Donc la température qui a donné les cornènes provient de la masse magmatique initiale avant sa refroidissement. On a dit que le granit intrusif, c'est le granit qui se forme après le refroidissement d'une partie du magma qui a migré de son lieu d'origine. Donc le magma, lorsqu'il va quitter le lieu d'origine, elle va s'installer entre des roches. L'installation du magma va permettre la libération de la chaleur, la libération de la température élevée. Cette chaleur va transformer les minéraux, va transformer les roches qui voisinent le granit intrusif. Elles vont transformer ces roches dans un domaine thermique, c'est-à-dire suite à la température uniquement, la température du magma uniquement, ce qui va permettre la formation de cornènes. Le mot de cornène, c'est pas à retenir. Le mot à retenir, c'est l'auréole métamorphique, ou bien l'auréole de métamorphisme. Donc l'auréole de métamorphisme, c'est l'ensemble des roches qui se forment en voisinage de granit intrusif et qui sont formées suite à une augmentation de la température, c'est-à-dire dans un domaine thermique. Donc on récapitule. On va comparer le granit d'anatexie avec le granit intrusif au niveau de la formation, de la distribution, des roches voisines et des limites. Concernant la formation, le granit d'anatexie est formé suite au refroidissement local du magma. On a déjà expliqué et réexpliqué ce que ça veut dire le refroidissement local du magma. Alors que le granit intrusif se forme suite à un refroidissement d'une partie du magma après sa migration. C'est-à-dire que le magma va quitter le lieu de formation et elle va se refroidir, une partie du magma va se refroidir. La distribution. Donc toujours on trouve la distribution de granit, elle est vaste, alors que la distribution de granit intrusif, elle est restreinte. Pourquoi ? On a dit que le granit intrusif, c'est le refroidissement local du magma, c'est-à-dire que la totalité de magma se refroidit. Alors que le granit intrusif, c'est le refroidissement d'une partie du magma qui a migré. C'est-à-dire que le granit d'anatexie va se trouver dans, ou bien se forme de masses géantes, des masses équivalentes de la forme initiale du magma, alors que le granit intrusif va se trouver dans des emplacements où le magma a migré. À propos des roches voisines, à l'entourage de granit d'anatexie, on trouve les megmatites, on trouve les gneiss, on trouve les mécaschistes, on trouve les megmatites et les roches métamorphiques. Alors que pour le granit intrusif, on trouve l'auréole métamorphique. Vous vous rappelez de l'auréole métamorphique? Ce sont des roches qui sont transformées suite à la chaleur libérée par le magma. À propos des limites. Donc, pour le granit d'anatexie, les limites sont obscures. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer clairement où commence la masse rocheuse granitique. On ne peut pas distinguer la masse granitique des autres masses qui entourent, ou bien des autres roches qui l'entourent. On trouve un passage progressif
du roche métamorphique au granit. Donc on trouve des roches peu métamorphisées, suivies par des roches plus métamorphisées, suivies par le mégmatite, suivies par le granit. Alors que lors de granit intrusif, on trouve des roches peuvent être métamorphiques ou encore non métamorphiques. Et directement après ces roches, on trouve l'oriole métamorphique et directement après l'oriole métamorphique, on trouve le granit. C'est-à-dire que le passage ici, il est strict. C'est-à-dire que les limites sont claires. On peut distinguer facilement entre la masse granitique et les roches qui voisinent la masse granitique. Donc, par cette comparaison, on a terminé le chapitre et on a terminé l'unité de la géologie et on a terminé encore votre programme.